Bonjour mes amis et bienvenue de retour. C'est vendredi, la fin de la semaine. Bon vendredi à vous. À la fin de la journée, je vais ouvrir une bière Blue Sky bien fraîche avec mes amis. Vous voyez à l'écran un cheval, mais il s'agit d'un cheval russe contraint à la servitude. Mais l'histoire précise raconte que ce cheval a fait défection. Oui, en fait, 2 d'entre eux ont fait défection du côté ukrainien. Les Ukrainiens ont saisi 2 chevaux russes. Auriez-vous jamais imaginé que la plus grande guerre après la Seconde Guerre mondiale inclurait ce genre de nouvelles où les Ukrainiens capturent les chevaux de l'ennemi? Étonnamment, les Russes ont toujours de la cavalerie au sens propre. Les États-Unis ont encore aujourd'hui des unités de cavalerie, mais il s'agit généralement d'infanterie blindée avec des chars. Mais quand on parle d'une unité de cavalerie russe, c'est de la cavalerie au sens propre. Regardons l'histoire. Et je dois reconnaître le style de ce gars. Il ressemble à un combattant cosaque avec sa moustache et sa tête chauve, un vrai soldat ukrainien d'autrefois. Oui, partageons encore cette belle histoire avec les chevaux. L'ennemi utilise la cavalerie. Tous les groupes déplacés ont été détruits sans succès. Ceux qui se déplaçaient ont été détruits. Les chevaux ont survécu, je dois le reconnaître. J'ai vu la vidéo montrant comment ils éliminent les soldats à cheval. Ils ont utilisé des drones pour attirer les soldats loin des chevaux. Pris de panique parce qu'ils ne voulaient pas blesser les chevaux, puis ils se sont concentrés sur eux, sans faire de mal aux précieux chevaux. C'est incroyablement bien fait. Le personnel a été averti lorsqu'ils se sont approchés. Les chevaux n'ont pas été blessés. Ils sont maintenant à côté de notre position. Rire, nous les évacuerons ensuite avec les blessés. Quel amour! C'est vraiment une bonne façon de commencer mon vendredi. Savoir que ces 2 chevaux sont maintenant vivants et en bonne santé, et du bon côté de l'histoire, c'est merveilleux. En 4 ans de guerre, le premier pétrolier de la flotte fantôme russe a été refusé en mer Baltique. Vous voyez la mer Baltique, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande, la Suède et aussi les eaux territoriales de l'Allemagne. Dans le détroit danois, c'est le détroit danois juste ici. Et ils peuvent refuser ou autoriser tout navire qui traverse le détroit danois à passer par leurs eaux. S'ils le refusent, le navire ne peut pas entrer dans la mer Baltique, où se trouve le port russe de Saint-Pétersbourg et la flotte de la mer Baltique. Donc en gros, le Danemark, la Suède et l'Allemagne contrôlent l'entrée de la mer Baltique par leur détroit, les eaux territoriales juste ici. Et l'Allemagne a refusé ce pétrolier. Davian, c'est son nom. C'est magnifique. Maintenant, Davian remonte vers le nord, je pense, vers Mourmansk, la mer Blanche. Refuser, mais c'est pas mal. On devrait le faire plus souvent, même s'il passe quand même. Retenez ces navires et empêchez ces ordures d'aller dans la mer Baltique. J'y nage. Je vis à Tallinn, en Estonie. Je nage parfois et pratique la natation hivernale en allant dans mon trou de glace. Je ne veux pas nager dans la mer où se trouve ce pétrolier russe. Merci Dankeschön, les Allemands, mes amis. Il fait froid en Ukraine avec des températures allant jusqu'à 15 ou 20 degrés dans la région de Kiev. Corrigez-moi si je me trompe, mais en Fahrenheit ça doit être proche de 0. Il fait vraiment froid, et les Russes l'ont fait. Les Russes ont détruit la plupart des infrastructures électriques et de chauffage ukrainiennes, provoquant jusqu'à 20 heures sans électricité ni chauffage par jour à Kiev, rendant les appartements et lieux de travail très froids. Plus les Russes avancent, plus la vraie nature des Ukrainiens apparaît. Un peuple véritablement exceptionnel, un diamant. Ils deviennent plus forts comme un diamant. Plus on le pousse, plus il se renforce. Plus la pression est forte, plus le diamant est c'est beau. Regardez. La blague, en Ukraine, il y a un effondrement énergétique. Une très grande partie de la capacité énergétique a été détruite. L'un des hivers les plus froids depuis des années, la terreur aérienne et énergétique continue. Et pourtant, les établissements fonctionnent, les livraisons continuent, les trains roulent, la poste travaille, il y a de la communication, et les gens vont skier et créent un tas des mèmes sur Julka. C'est fantastique. Quand tout devient difficile, souviens-toi que ce pays, malgré une obscurité totale, continue d'offrir des services pendant que beaucoup d'autres ne fourniraient pas. Je suis d'accord, après 8 visites comme dans mon livre, je dois répéter « improvise, adapte-toi, surmonte ». As-tu déjà eu aussi froid ?
Je n'ai pas vécu cela. Je vis en Estonie où la vie est merveilleuse. Être dans un appartement quand il fait des températures négatives et qu'il n'y a pas de chauffage, il va faire tellement froid, ce sera tellement misérable, c'est même difficile de rester heureux. Par exemple, un poêle à bougie permet d'obtenir de la chaleur, c'est très simple. Le seul inconvénient est la forte consommation de bougies. Il en faut des centaines, voire des milliers, car on en utilise des dizaines par jour. Mais ça marche. Les bougies chauffent les briques et il y a peut-être aussi de l'eau au-dessus qui ne chauffe pas vraiment mais qui emmagasine la chaleur des bougies et la restitue ensuite dans la pièce. Cela pourrait permettre à une petite pièce d'atteindre 15 à 20 degrés Celsius, ce qui ne va pas vous geler sur place. Oui, si vous avez commandé beaucoup de bougies en ligne, vous êtes prêts, moi aussi, en Estonie on se prépare. On peut tenir, comme les Ukrainiens. Par exemple, voici l'ambassade de Suède à Kiev. Il fait très froid, donc ils portent des vestes à l'intérieur. La Russie dépense des milliards dans ses attaques aériennes, mais ils doivent encore porter des vestes à l'intérieur. Les gens sourient, ce sont des personnes magnifiques. Belle nation, forte et belle comme un diamant. Plus on les pousse, plus ils résistent. Regardez, il fait -15 dehors. Et la Russie a coupé tout le chauffage, l'électricité. Que font les Ukrainiens? Construisons un igloo avec du verre coloré et de la neige. C'est juste la vie, elle te donne des citrons. Tu fais un bel igloo avec ces citrons. Regardez ça. Oui, je dois l'admettre. Le diamant est vraiment la meilleure comparaison, je n'aurais pas trouvé mieux. Il y a une grosse panne de courant. Ces gars à Kiev ont installé un gros générateur et poursuivaient leur fête avec des lampes frontales et leur téléphone. Moralité. Garder le moral est essentiel. Tu pourrais penser, ils gaspillent l'électricité et le diesel de leur générateur. Pour créer cette fête, ils reçoivent un coup de boost moral. Par -15, ils se retrouvent, prennent un verre et font la fête. Et je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient, mais le Blitz à Londres. Il faut garder le moral, il faut continuer à danser, il faut continuer à sourire. Les fêtes les plus folles ont lieu pendant le Blitz. Si tu as 90 ans et viens d'Angleterre, corrige-moi si je me trompe. Mais c'est nécessaire. Et j'adore ça, j'adore le voir. Et je suis tellement content que les Ukrainiens soient de notre côté, parce que ce sont des alliés fantastiques à avoir. Tu sais qui d'autre est un allié fantastique à avoir ? Je n'en ai que 3, mais j'en suis fier. Ce sont mes amis, membres mensuels, qui m'offrent un café. Je n'avais pas cité de nom depuis un moment, faute de nouveau, mais j'en ai maintenant 3. Ron, merci Ron, puis Cordan Hyuma. Tu ne veux jamais t'abonner en tant que membre mensuel, mais chaque mois, il revient comme des paiements uniques. Et je ne continuerai pas à mentionner ton nom. Hyuma, au fait, si tu ne le savais pas, est la 2e plus grande île d'Estonie. Tu lui donnes son nom de famille ou juste un prénom drôle. Merci Gordon et Tom Vandergeede encore une fois, un gars légendaire qui revient encore et encore. Merci mes amis. Maintenant mes amis. Voici des extraits de l'armée russe, dont un soldat. Il semble être très ivre et il est vraiment fier de se tenir debout sur cette route boueuse parce qu'il est comme son grand-père. Vous voyez, en Russie, ils n'ont pas vraiment de religion, comme le christianisme. Oui, j'ai bien dit ce que je voulais dire, ils ont une religion de la mort et un culte de la mort. Ils vénèrent sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils vénèrent le jour de la victoire du 9 mai, c'est trop ce qu'ils font. Ils veulent tous ressembler à leur grand-père qui a attaqué le Reichstag. Donc cette vidéo est pour les générations futures, afin qu'elles puissent voir les routes que nous avons parcourues, que nous valons autant que nos grands-pères et nos pères. Montre la route, ce robot. Regarde ce Walrus. Et le son. Je ne peux pas. Il tousse comme un fou, il est complètement saoul. Il y a un Russe ivre, Wally, qui se promène dans la boue. Il s'amuse comme jamais. C'est ce que les Russes vénèrent, vraiment. Je ne plaisante pas. Toute la société s'était construite pour vénérer la mort, le culte de la mort, mourir comme leurs grands-pères l'ont fait en prenant d'assaut le Reichstag. C'est étrange, ils n'ont jamais dépassé ça. Parfois c'est drôle, mais pas tant que ça. À 63 ans, après une grave blessure aux vertèbres, on ne peut plus vraiment marcher ni porter d'objets. Et on vous envoie à l'assaut dans l'armée russe. Ce gars, ce fou ici, nous raconte son histoire.
Voilà le genre de combattant que tu as, Poutine, les forces spéciales de Poutine aujourd'hui. 6 personnes comme ça, nous sommes. Envoyées au front pour attaquer Konstantinovka ou un objectif similaire. Merde. C'est mon gilet pare-balles. Je ressens presque de la pitié pour cet homme, mais je me souviens qu'il a accepté d'aller tuer en Ukraine, alors ma compassion cesse. J'ai remis l'arme automatique à l'armurerie pour l'instant. Je ne peux vraiment pas la soulever. Donc cet homme, oui, s'est blessé à la colonne vertébrale. Il ne peut pas vraiment marcher. Il peut marcher avec une canne, mais il ne peut presque rien soulever au-dessus de la taille. Il part à l'assaut demain à Konstantinovka. Je ne sais pas comment il va tenir, mais bon, que peut-il faire ? Aux yeux des officiers russes, il peut encaisser quelques drones ukrainiens, et c'est pour ça qu'il l'envoie tant. Les officiers russes estiment qu'un corps de chair sert à faire gaspiller des munitions ukrainiennes. C'est leur logique, celle de la direction russe. Ce soldat des forces spéciales va nous montrer comment mettre le casque et le reste. Oui, il devrait être dans un sanatorium, mais il est au front car il est russe. Je veux aussi vous montrer le prochain extrait pour illustrer la nature de l'armée russe. Je continue de faire ça parce que parfois c'est très drôle, parfois c'est très bizarre, et dans ce cas c'est étrange. Ou je vous laisse en juger. Mes amis, oui, après moi aussi mon ami. Je ne me souviens plus s'il y avait de l'électricité ou non. Un peu de son oreille. Ils ont ordonné à un autre prisonnier de guerre de mordre l'oreille de mon camarade soldat. Il a mordu une oreille, a recraché le morceau de cette oreille, puis celui qui l'avait mordu a été forcé de la manger. Oui, c'est l'état d'esprit des officiers russes. Ils se font concurrence. Qui trouvera les moyens les plus créatifs de faire souffrir leurs subordonnés ? Il s'agit ici de prisonniers de guerre, forcés de se mordre et manger les oreilles les uns des autres. Voilà, l'armée russe de 2026, c'était déjà l'armée russe des années 1700. Ça a toujours été comme ça, rien de nouveau. Je dis simplement cela parce que j'ai l'impression qu'à présent, l'Occident le voit comme nous le voyons en Estonie. Nous, cela fait 300 ans que nous le voyons. Mais je pense que ces 4 dernières années, les Allemands, peut-être les Américains, les Danois, ont commencé à le voir aussi. Car c'est la réalité. Par exemple, voici le 143e régiment de la 127e division de fusiliers motorisés. Et regardez ce qu'ils font. Cet homme n'a pas de bras, c'est un amputé, et pour une raison quelconque, ils lui font ça. Asseyez-vous et réfléchissez un moment. Que faisons-nous si quelqu'un finit comme un sapin de Noël ? Écoute, tais-toi, je t'ai dit de compter la porte-chi, sinon on va t'étouffer aussi. Je te le dis, oui, je ne sais même pas comment appeler ça, je ne sais pas comment cette méthode s'appelle. Ils sont très créatifs là-dessus, mais c'est de la douleur, c'est infliger de la douleur et ça me fait mal. La culture russe semble exister uniquement pour infliger de la souffrance à son peuple et au-delà. Il est essentiel d'ériger de solides barrières contre toute culture russe et l'impérialisme, car cela détruit tout ce que cela atteint. C'est comme une maladie, tu vas combattre une maladie, mais tu dois d'abord te protéger contre elle, puis tu peux la combattre. Par exemple, un autre cas, une vidéo vient de sortir de Russie, regarde ça. Pourquoi tu verses ça ici ? Maintenant, tout va puer ta merde. Il n'y a rien à voir, alors il le verse directement dans la rue. Je pense qu'il faisait comme ça au Moyen-Âge, il y a environ 1000 ans. Mais en Russie, on est en 2026. J'adore le commentaire de Jake Bro. La vie en Russie est assez dure. Quel âge a cette femme russe ? Genre 42 ans ? Ouais, parce que je ne sais pas pourquoi, mais les femmes russes, c'est connu, elles vieillissent notoirement vite. Je ne sais pas pourquoi, aucune idée, mais c'est ainsi. Ici, ça pourrait être une femme de 40 ans. Même Mère Nature a son mot à dire sur les Russes. Si tu détruis tout le temps, Mère Nature te détruit aussi. Cette fois, un castor a accompli ce que les Ukrainiens aimeraient faire, mais n'ont pas priorisé. Les castors ont failli priver près de 13 000 personnes d'Internet. Ils ont rongé un câble de communication principal à Ravine, dans la région d'Arkhangelsk.
Des spécialistes ont posé en urgence 110 mètres de câbles sur les lieux de l'accident cette nuit. Regardez ce magnifique castor merveilleux. Il a été entraîné par l'Ukrainien Kour. C'est une arme biologique, ou peut-être une femelle, un castor arme biologique, rongeant les câbles Internet russes. Cela figurera sûrement dans la prochaine émission de propagande russe. Je suis sûr que ce que j'ai dit sur la façon de se défendre contre le virus, ça marche contre la grippe, contre le Covid, contre les Russes. Tu peux les combattre, mais tu dois d'abord te protéger, ensuite tu pourras commencer à les affronter. Donc pour te protéger, tu dois utiliser tous les moyens nécessaires. Parce que c'est une question de survie. Gérer les Russes, c'est toujours une question de survie. La Finlande le sait. C'est sûr, ils ont ce genre d'histoire. La Finlande a commencé à acquérir des mines antipersonnelles pour constituer un stock en temps de guerre. Le pays, sorti de la Convention d'Ottawa il y a 4 jours, veut former ses troupes et produire des mines antipersonnelles dès que possible. Nous, en Estonie, faisons la même chose. Nous sommes en train de mettre en place une usine en Estonie pour produire des explosifs et nous allons maintenant les transformer en mines antipersonnelles. Elles ont été interdites dans le cadre de la Convention d'Ottawa parce que le monde a oublié que la Russie existe. Mais quand on a une maladie comme la Russie dans le monde, il faut miner à fond ses frontières, c'est la seule façon de se défendre. Oui, il suffit de placer des mines anti-tech et antipersonnelles à la frontière russe pour saturer la zone et tout ira bien. Oui, je suis heureux que la Finlande et nous ayons compris. J'espère que l'Europe suivra. Maintenant, nous allons à la mer Caspienne, là où un cargo iranien a coulé. On ignore la cause du naufrage, possiblement un drone ukrainien. On sait seulement que 14 membres d'équipage ont été secourus. Le navire partait d'Iran vers le port russe d'Astrakhan. Ce même transporteur et d'autres similaires traversant la mer Caspienne de l'Iran vers la Russie sont connus pour transporter des shahad. Drones, missiles et munitions de mortier comme des munitions et des armes. Donc si ce navire a coulé, beaucoup d'armes ont sombré avec lui. Alors les poissons peuvent maintenant s'amuser avec eux, ils dorment avec les poissons désormais. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle pour l'Ukraine parce qu'un autre énorme lot d'armes n'est plus contre eux, en parlant de navires. Dans la vidéo précédente, j'ai mentionné que près du port de Novorossiysk, 2 pétroliers de la flotte fantôme russe ont été touchés. Maintenant, des informations supplémentaires sont sorties, indiquant qu'il s'agissait en fait de 4 pétroliers. Des sources russes indiquent désormais qu'au moins 4 autres pétroliers de la flotte fantôme russe ont été touchés en mer Noire, s'ajoutant au Delta Harmony déjà mentionné. Quel nom, et je ne sais pas qui je vais offenser, mais c'est un nom de stripteaseuse, non ? Je suis désolé si j'ai offensé quelqu'un. Delta Harmony, Mathilde, le Freud ou les Freud et le Delta Suprême ont également été touchés. Ces navires sont près de la côte de Novorossiysk, en Russie. Journée désastreuse mais prévisible pour la flotte fantôme russe. L'Ukraine a imposé un embargo total sur le pétrole russe. Je rappelle que la flotte de la mer Noire est censée être la plus grande et puissante de la région. Ils sont désormais repoussés dans le port par l'Ukraine, un pays sans marine, grâce à leurs drones terrestres et maritimes. Une suite d'événements incroyables. Sur 4 ans, la marine russe, en 2022, vous avez. Je n'aurais jamais imaginé que la marine russe ne puisse quitter ses ports en mer Noire en 4 ans. Les gens vous auraient traité de fou, mais non, c'est la réalité aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Mes amis, revenons à la Russie. La Russie manque de travailleurs car beaucoup ont été envoyés au front pour épuiser les munitions ukrainiennes. Ils importent des travailleurs de Chine, d'Inde, du Pakistan. Ceux-ci viennent d'Inde. Dans certaines régions de l'Inde, il n'y a jamais de neige, donc ces gars-là ne savent pas quoi faire avec la neige. Mais le travail exige de déblayer la neige. Voilà comment ils s'y prennent. C'est si beau et paisible avec la musique, mec. C'est typiquement russe. J'ai vu 10 Russes sur un projet, personne ne fait rien, mais ça donne l'impression qu'ils travaillent. C'est leur façon de faire. Mais dans ce cas, oui, ce sont des travailleurs migrants indiens qui apprennent leur premier pas avec la neige, ils la jettent un peu partout et discutent, je suppose. Très paisible, pas très productif, mais très paisible. Allons en Ukraine, mes amis. Le pays a un nouveau ministre de la Défense, le plus jeune de son histoire. Il est vraiment très jeune. Il a 34 ans et semble très jeune.
Mais ne vous y trompez pas. Cet homme est un magicien de la logistique et de la gestion de projet. Il fait avancer les choses. Il faisait partie des personnes qui ont dirigé la création de DIA, le système ukrainien. Passeport, soins de santé, argent, tout était réuni dans un système en ligne sécurisé et efficace. Et il était le chef de ce projet. Il est vraiment doué dans ce qu'il fait, c'est un vrai gars de start-up. Vous savez, ces gars-là sont mentalement solides, ce sont des gens incroyables. Magicien de la logistique, il est ministre de la transformation numérique et vice-premier ministre d'Ukraine depuis 2019. Il a mené les principales réformes numériques, dont Direction de l'information et de l'administration, DSCD et armée de drones. Il s'appelle Mikhailo Fedorov et il vient de prononcer un discours à la Rada, qui est le parlement ukrainien, et je vais vous présenter les principaux points de ce discours. Il commence déjà par nous asséner quelques faits. Vous avez un aperçu de la façon dont ce gars pense. Et je dois le redire, il est vraiment doué dans ce qu'il fait, et ce qu'il fait, c'est faire fonctionner les choses efficacement. Mikhailo Fedorov, nouveau ministre de la Défense, représente le meilleur de l'Ukraine. Les 50 meilleurs des 400 unités de drones infligent 70% des pertes ennemies, développent les autres, et les résultats explosent. Le leadership sera jugé sur les résultats, pas sur les titres. L'Ukraine a lancé Starlink, l'armée et la ligne de drones, Brave One, United 24 et le marché Brave One. Nous n'avons pas simplement mené un projet, nous avons créé un nouveau marché de la guerre à partir de zéro et permis des frappes asymétriques par la direction principale du renseignement et le service de sécurité d'Ukraine. Au début de l'invasion, l'Ukraine avait 7 fabricants de drones. Aujourd'hui, il y en a 500. La guerre électronique est passée de 2 fabricants à 200 entreprises et les sociétés de missiles de 0 à 20. Nous avons opté pour la guerre asymétrique avec des drones vus à la première personne au lieu de missiles anti-chars ou d'obus. Une unité NGU a détruit pour 15 milliards de dollars d'équipements ennemis. Avec le service de sécurité d'Ukraine Alpha, nous avons éliminé plus de 300 systèmes de défense aérienne russes. Et il continue avec ces faits. Le point est que l'Ukraine a les bases pour construire une armée incroyablement efficace. Ils sont bons dans ce qu'ils font, l'armée ukrainienne, mais ils peuvent être beaucoup plus efficaces, parce qu'il y a encore de la corruption et une mentalité soviétique dans le corps des officiers à changer. Ce gars est au sommet, j'ai donc de grands espoirs pour lui. L'armée ukrainienne a besoin de grands changements, et j'espère les voir. Il le fait, et il est essentiel de parler des erreurs, de les exposer. J'espère qu'il le fera. C'est effrayant, mais cela résoudra le problème. Le plus rapide. Je vais maintenant vous donner la réaction du télégrammeur russe Fighter Bomber à ce nouveau ministre ukrainien de la Défense. C'est une bête logistique, une bête mentale. Un citoyen de 34 ans est devenu le ministre de la Défense de l'Ukraine. Imaginez un homme de 34 ans devenir ministre de la Défense sans être le fils d'un ministre. Ce serait sûrement un chaman. Le problème, c'est que le pyromane, un russe, pense comme ça. Il faut être le fils d'un ministre parce que c'est un endroit corrompu. Et ensuite, tu deviens ministre parce que tu es le fils d'un ministre. En Ukraine, ce n'est plus comme avant. Le système change, c'est l'objectif. Il y a de la corruption. Et tout l'intérêt, c'est de la révéler, d'en parler, de la montrer à tout le monde et de la changer. Donc, Fighter Bomber qui vient de Russie, qui est l'un des pays les plus corrompus de la planète. Il a du mal à croire qu'on devienne ministre si jeune juste pour ses compétences et non parce qu'on est fils de ministre. Donc cela montre l'état d'esprit de Fighter Bomber, un état d'esprit russe. Il ne peut pas concevoir qu'on puisse devenir un jeune ministre si on est extrêmement compétent dans son travail.